cette semaine, dans Carnet de santé, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida et les inégalités perdurent. Le docteur camerounais Boris Tchunga nous en dit plus sur la lutte contre le sida chez les enfants. Et le dépistage du VIH, pourquoi et comment? Ensuite, la militante nigériane contre le VIH, Deborah Samuel, lutte pour être la voix des sans-voix. Enfin, la variole du singe, monkeypox, a un nouveau nom. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. 40 ans après la découverte des premiers cas de sida, la lutte contre le VIH continue. Jusqu'à présent, environ 40 millions de personnes dans le monde ont perdu la vie à cause de la maladie, selon l'Organisation mondiale de la santé. La journée mondiale de lutte contre le sida, commémorée chaque année le 1er décembre, met en lumière cette année les inégalités. Selon l'ONU-SIDA, les inégalités freinent les progrès vers l'éradication du sida et prévalent toujours pour les services les plus élémentaires comme le dépistage, le traitement et l'accès aux nouvelles technologies. Entre autres, seulement un tiers des personnes à risque, telles que les homosexuels et les usagers de drogue, ont un accès régulier aux méthodes de prévention. En Afrique, les jeunes femmes et les adolescentes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH. Des progrès considérables ont été réalisés pour réduire le nombre d'enfants nés avec le VIH. Mais les observateurs disent qu'il faut mettre davantage l'accent sur les aides pédiatriques pour assurer que les enfants en Afrique subsaharienne continuent de recevoir les soins dont ils ont besoin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à la fin de l'année 2021, environ 38 millions de personnes vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Il n'existe aucun remède contre l'infection par le VIH. Cependant, les experts affirment que des antirétroviraux efficaces peuvent contrôler le virus et aider à prévenir sa transmission. Mais l'adhésion au traitement reste un défi pour de nombreux patients. ART est un traitement à vie. Vous devez prendre les médicaments tous les jours, vous devez être inlassable, vous devez prendre ces médicaments sans relâche tous les jours. Et certains patients éprouvent une lassitude vis-à-vis des médicaments. Ils finissent par avoir un certain dédain à l'égard de ces médicaments et ils sont également confrontés à une forte stigmatisation à cause du VIH. Au fil des années, les progrès de la médecine ont permis aux gens d'avoir plus de choix en matière de prévention et de traitement. Parmi ceux-ci figure le cabotegravir, injectable à action prolongée, utilisé pour la prévention et le traitement du VIH. Des pays africains comme le Zimbabwe ou l'Ouganda ont approuvé l'utilisation de ce médicament injectable. Selon les scientifiques, ce médicament pourrait contribuer à améliorer l'adhésion des patients au traitement car il est facile à utiliser. Je suis très heureuse de passer des pilules PrEP aux injectables. C'est une superbe évolution car avec les pilules PrEP, je dois me rappeler qu'aujourd'hui, il faut que je prenne les cachets avec moi. Je travaille dans une clinique mobile, je rentre parfois très tard chez moi et je dois quand même prendre mes pilules PrEP. Je sais que le traitement injectable est dans mon corps, je me déplace avec l'injection au lieu de marcher avec le bruit des pilules. Du coup, oui, je suis très heureuse. Si les progrès de la médecine ont amélioré la vie des personnes séropositives, l'ONU-SIDA signale que les inégalités provoquent une augmentation des nouvelles infections et que des personnes continuent de mourir faute d'accès aux services de prévention et de traitement dont elles ont besoin. Selon l'OMS, plus de 18 millions de personnes sont sous traitement à vie contre le VIH dans le monde, mais un nombre quasi égal de malades n'a pas accès au traitement. Le docteur Boris Kevin Tchunga est directeur associé de l'évaluation de la santé publique à la Fondation Elizabeth Glaser au Cameroun. Il élabore sur les avancées et défis dans la lutte contre le sida pédiatrique. À ce jour,
il y a eu de nombreux progrès parce que le VIH pédiatrique a toujours été un peu la partie négligée de l'iceberg parce qu'on s'intéressait aux adultes. Mais il est évident que de nombreux progrès ont certes été faits avec la PTME pour éviter que les enfants ne soient contaminés à la naissance. Mais malgré tout, du fait de tous les challenges opérationnels, notamment les distances, notamment les zones rurales, notamment les ruptures de médicaments et tout, nous avons encore des enfants qui naissent malheureusement avec le VIH. Et dans nos programmes, nous mettons en œuvre un ensemble de stratégies pour nous assurer que lorsqu'un enfant naît avec la maladie, il ait accès à tous les traitements et à tous les services qui permettent d'assurer sa survie. On a aujourd'hui des taux de mortalité exceptionnellement bas chez les enfants grâce à toutes les approches qui consistent à assurer la survie de ces enfants. Et parmi ces approches, en plus de cohorte mère-enfant, nous avons ce qu'on appelle les approches communautaires. C'est-à-dire que la formation sanitaire se déploie dans les villages, se déploie dans les campagnes pour identifier. Nous travaillons de façon rapprochée avec les matrones, les accoucheuses traditionnelles que nous formons et nous leur expliquons la nécessité de renvoyer les femmes à l'hôpital, les mères à l'hôpital pour qu'on puisse assurer et éviter la transmission mère-enfant. Donc nous avons ces approches communautaires déjà dans la prévention, mais également des approches communautaires dans la dispensation des médicaments. Et je dirais à toutes les mamans que vivre avec le VIH n'est pas une fatalité. On peut avoir des enfants lorsqu'on vit avec le VIH. Par contre, on a le devoir de tout faire pour que ces enfants naissent en bonne santé. Et pour cela, il faut se rendre à la formation sanitaire, il faut se faire tester, il faut accepter de prendre le traitement correctement, parce que lorsqu'on prend correctement son traitement, on est sûr qu'on ne va pas transmettre le VIH à son enfant. Et si c'est le cas, si jamais l'enfant a été infecté, ce n'est pas grave, parce que de la même manière que la mère vit avec les traitements suffisamment longtemps et vieillit normalement, son enfant va recevoir le traitement et va vivre longtemps. Déborah Samuel est une militante qui œuvre dans la sensibilisation au VIH et lutte pour plus de soutien aux personnes vivant avec la maladie. Elle raconte son histoire. Il y a des obstacles un peu partout lorsqu'il s'agit d'évaluer les attitudes, les jugements. Nous devons évaluer la stigmatisation et la discrimination, le manque de médicaments. Pourquoi la stigmatisation et la discrimination sont-elles liées au statut sérologique? Disons que si vous allez réaliser des tests de dépistage du VIH, vous serez choqué de voir le petit nombre de personnes qui viennent faire le test. Mais s'il s'agit d'un dépistage de l'hépatite, du diabète ou d'une simple IST, beaucoup de gens feront le test. Donc il y a beaucoup de stigmatisation. Les gens ne veulent même pas aller se faire dépister à cause du mode de transmission. Et parfois, si vous postulez à un emploi et que vous vous rendez sur place, ils ne vous disent même pas s'il faut un examen médical. On vous dit simplement que vous allez passer un test et ils prélèvent un échantillon à votre insu. Et quand ils découvrent votre statut sérologique, ils vous renvoient. C'est de la stigmatisation. Il y a une loi qui interdit tout cela. Une sanction est prévue pour toute institution ou organisation qui licencie son personnel ou le rejette en raison de son statut VIH. Mais en raison du manque de sensibilisation, beaucoup de gens ne connaissent pas la loi, ce qui les empêche d'obtenir des opportunités d'emploi. Mais la loi existe et si vous l'appliquez, vous pouvez obtenir justice. Je trouve difficile d'évaluer le traitement. Laissez-moi commencer par le dépistage. Un jeune qui est, disons, sexuellement actif et qui n'a pas 18 ans révolus ne peut pas entrer librement dans un établissement de santé sans le consentement de ses parents.
Et vous connaissez notre culture. Si vous êtes sexuellement actif en tant que jeune, beaucoup de jeunes ne sont pas à l'aise pour en parler avec leurs parents. Et je sais que je suis sexuellement active et j'ai peut-être les informations nécessaires pour aller dans un centre de santé pour obtenir des conseils, mais en raison de la nécessité d'obtenir le consentement parental, je demande l'avis de mes amis qui ne sont pas informés. Et au bout du compte, le jeune finit par obtenir de mauvaises informations. Certaines personnes craignent d'aller à l'hôpital parce qu'elles connaissent quelqu'un. Peut-être que l'infirmière a un lien de parenté avec leur famille et peut-être que c'est l'établissement le plus proche d'eux, ce qui les empêche d'accéder aux services parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de confidentialité. Êtes-vous préoccupé par le VIH quand vous entamez une nouvelle relation? Dans quelle mesure pensez-vous qu'un test de dépistage du VIH est nécessaire avant d'être intime avec une nouvelle personne? Voici quelques réactions depuis Jos au Nigeria. Je dirais qu'en ce qui concerne le VIH et SIDA, personnellement, je sais qu'il est là, mais les gens ne sont plus conscients comme avant. Pour moi, il faut se faire dépister, bien sûr. Avant de me marier, j'ai fait le test. Donc, c'est quelque chose auquel je souscris. La vérité est que cela vous aide beaucoup, tous les deux, et aide aussi les enfants que vous pourriez mettre au monde. Pour moi, le VIH n'est pas différent de l'hépatite, du diabète, de l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui peut être transmissible, comme les moustiques qui transmettent le paludisme, vous savez. C'est juste que je sais que c'est évitable. Et vous savez, j'y pensais, et avec le VIH, on n'en parle plus autant qu'avant. Mais je pense que c'est une conversation qui ne devrait pas s'arrêter avant que la maladie ne soit éradiquée. Des gens sont encore infectés, des gens meurent encore, étonnamment, des gens meurent encore du sida. Ce qui ne devrait pas être le cas. Faites le test, vous savez, ce n'est pas censé être stigmatisé. Il s'agit d'être ouvert. Quand on regarde la situation au Nigeria, on a tendance à penser que le VIH n'est pas vraiment présent, car ce que nous vivons est relégué au second plan, mais il est là. Bien sûr, il y a les ARV, mais on vit toujours avec. La promiscuité sexuelle est en hausse. D'une part, il y a un manque de sensibilisation du côté des gens qui savent que oui, cette maladie est réelle. Et d'autre part, certaines personnes qui se disent que je fasse l'amour ou pas, je vais mourir de toutes les façons. Par conséquent, ils vont avoir des relations sexuelles inappropriées avec d'autres personnes. Quand et pourquoi faire un dépistage? Voici quelques recommandations des docteurs. Faire un test de dépistage du VIH-Sida est important suite à une prise de risque telle qu'un rapport sexuel non protégé, le déchirement du préservatif, le partage d'une seringue ou du matériel d'injection infecté. Aussi, lorsque vous êtes en couple stable et que vous souhaitez arrêter le préservatif. Ensuite, lorsqu'une grossesse est envisagée, et aussi lorsque le médecin le propose. C'est souvent le cas pour les femmes enceintes ou juste avant une opération chirurgicale. Pour savoir si vous avez été en contact au cours de votre vie avec le VIH ou simplement pour se rassurer. Consultez votre médecin si vous avez des préoccupations ou pour connaître votre statut sérologique. La variole du singe, monkeypox, a un nouveau nom. Mpox, selon l'OMS. Ce changement survient en réponse aux plaintes selon lesquelles le mot monkeypox aurait une connotation raciste et stigmatiserait les patients. L'OMS affirme que lorsque l'épidémie de variole du singe s'est propagée au début de cette année, un langage raciste et stigmatisant en ligne dans d'autres contextes et dans certaines communautés a été observé et signalé. L'organisme international de santé a fait la recommandation lundi et dit que les deux noms, monkeypox et mpox, doivent être utilisés pendant 1 an jusqu'à ce que le monkeypox soit éliminé. L'OMS a annoncé le changement de nom lundi après avoir délibéré pendant plus de 5 mois. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique.
Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.